Seynaboulo. Bonjour, professeur Lo. Oui, bon, Seynabou, la patronne de Teach AMS, c'est elle qui nous accueille aujourd'hui. c'est vous le mentor, hein? Ah, Echo, c'est vous, c'est prof Alima. Bonjour, merci beaucoup et bonjour à toute la communauté Echo. Seynabou, vous pouvez vous Bonjour. présenter parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens du VIH qui ne vous connaissent peut-être pas. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup, professeur Alima. Donc, je suis le professeur Seynaboulo, enseignante en bactériologie, virologie à l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je suis également au niveau du laboratoire régional de Saint-Louis. Et comme l'a dit prof Alima, après les bonnes pratiques de labo, nous on a pris EcoTeach AMS sous le lead du professeur Fersad Bouboy. Merci à tous. Avec notre IT, Alphonse Kona. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être là. Merci de nous offrir cette opportunité aujourd'hui de parler de la résistance aux antirétroviraux. Je vois Dr Bissoum Sam. Bonjour, Dr Bissoum. Oui, bonjour. Bonjour, professeur Mais Adjaratou. on veut voir les visages aussi. Ouvrez vos caméras, ouvrez les caméras. Je n'ose pas mettre la caméra. D'accord, d'accord. Comme baal nañ la. Amul problème. Merci beaucoup, prof. En tout cas, toujours ravi de participer à ces sessions éco. Très important. En tout cas, vous faites la fierté de toute l'Afrique subsaharienne à travers toute l'audience, vraiment, de toutes ces sessions. Moi, que vous féliciter et vraiment qu'on continue sur cette bonne lancée. Merci et bonne session à tout le monde. Merci beaucoup, Dr Bissoum. Mais ce qu'on voudrait, c'est que chacun des experts qui sont ici viennent aussi Ah oui. participer. Voilà. Voilà, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expériences vécues, qu'il s'agisse de bonnes pratiques de laboratoire, qu'il s'agisse de résistance aux antimicrobiens. Car merci d'être là. Bonjour Matiba, il y a une caméra qui est ouverte. C'est docteur Bonjour, Diahabi. bonjour à tous. Bonjour. C'est Mathiba, je suis thèse en biologie et responsable de labo district sanitaire de Ndofane. Ah, Je suis merci vraiment beaucoup. heureuse de participer à votre. Chaque fois, des fois, si je ne suis pas très occupée, je suis les interventions. Franchement, c'est une bonne chose ce que vous faites. En tout cas, merci et on attend ce qu'on va. Parce que chaque jour, c'est des renforcements de capacité. Voilà, c'est des informations ou aussi des conduites à tenir au labo. En tout cas, on vous félicite pour cette initiative. En tout cas, Merci. merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mais on attend de vous aussi que vous partagez un peu ce que vous vivez, parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est une communauté de pratique. Donc, quelles sont D'accord, les difficultés que vous rencontrez? Ça peut servir à, voilà, à d'accord, votre site. d'accord. Euh, Inch'Allah, on va y penser. D'accord, Merci beaucoup. merci. Merci, Mathie. Merci. Je vois qu'il y a euh, Thérèse Dembélé. Bonjour, Thérèse. Bonjour, professeur, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous pouvez vous présenter? D'accord, mon nom c'est Thérèse Dambélé du Mali et je suis biologiste de formation. Merci beaucoup d'être là. Je pense avoir vu tout à l'heure Dr Aminata Cham de FHI connecté. Dr Aminata. Je suis avec docteur Diahabi, professeur. Ah, Rangi je regardais le visage, je me disais, mais c'est marqué Taïna Boulot, mais je vois le visage d'un homme. Dr Diahabib, allez-y, présentez-vous. Bonsoir, cher maître, cher patronne. Mon ancien assistant qui a fui pour aller à Saint-Louis. Tu Bon, peux te présenter pour que les autres membres de la communauté puissent te connaître aussi? c'est Dr Diahabi, pharmacien biologiste, et je suis au laboratoire régional de Saint-Louis avec le professeur Seynaboulo. Et je suis assistant aussi à l'UGB en bactérioviro. Bon, je tiens à vraiment remercier ma patronne là qui m'a
vraiment formé. Non, ex-patron, il faut Non, non, dire les non, choses. non. Ex-patron. Non, je vais vous le rendre, professeur. Ne vous inquiétez pas. Non, le Djarabi, c'est une valeur très sûre. Je vous conseille de le garder parce que Uh-huh. il a énormément comment dire, Potentiel. de Oui. potentiel. Mhm. Il a appris beaucoup de choses. Il va entre la bactério et la viro. C'est un excellent gars. J'aurais bien Uh-huh. voulu le Donc, garder, mais vous voyez que ce sont vos empreintes qui sont dans les régions. Ouais. Merci beaucoup. Merci. merci, merci d'être là. Je vois Djibril. Djibril Faye, votre micro est ouvert. S'il vous plaît, saluez. Djibril. Bon, c'est fermé. C'était une erreur alors. Docteur Ousseynou Ndiaye. Bonjour, Ousseynou. Il y a aussi Bonjour, docteur. prof. Oui. Ousseynou, la caméra. Ah, je vous avais dit que j'avais des soucis avec mon caméra. Au CRCF. Non, le C'est pas, CRCF. non, c'est l'ordinateur qui n'est pas, qui a des soucis. C'est pas l'ordinateur du CRCF, c'est l'ordinateur de l'Ousseynou. En tout cas, on Merci. est content de vous joindre sur cette session qui parlera des résistances. Donc, on va écouter religieusement et essayer de se mettre à niveau. En tout cas, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des maîtres dans cette salle, des maîtres du VIH. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Mais je vois qu'il y a aussi docteur Malik Sow, je pense de Catherine. Bonjour, docteur. Le micro est fermé. Bonjour, docteur Dogelin Mondé. Ou bien c'est professeur. Votre micro est fermé. Vous pouvez ouvrir votre... Ah oui, bonjour Madigen. Madigen a la main levée. Madigen, si, allez-y. Ah, c'était la souris. Ah, je pensais que c'était une main levée. Bon, alors nous allons donner peut-être la parole à notre maître et coordonnateur de ce programme, le professeur Chersad Bouboui. Professeur, est-ce que vous nous entendez? J'étais en train de me connecter, j'étais déjà sur mon portable, j'ai cherché à me connecter sur mon ordinateur. En tout cas, je vous remercie pour votre disponibilité et la proposition d'une présentation et de cas très intéressants dans la résistance au VIH. Merci encore une fois à tous les participants et aussi à tous les acteurs qui, comme vous, qui jouent un rôle dans la facilitation, mais aussi les experts. Merci à l'Imoto et donc, prions que l'après-midi soit aussi riche comme la dernière fois. Merci encore une fois. Merci beaucoup, professeur. Professeur Boy, je pense que tout le monde le connaît, ancien doyen de la faculté de médecine, ancien recteur de l'université de Thiès. Il est le coordonnateur de EcoTeach AMS et c'est vraiment sous son leadership qu'on a pu lancer ce programme et qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'aborder les aspects relatifs à la résistance aux antirétroviraux. Pour cette session, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir, je disais, un maître du VIH. Mon maître, en tout cas, elle m'a accueilli dans le programme. Elle m'a beaucoup appris. Je vais lui donner la parole pour qu'elle se présente. Professeur Nelifa Tumbam Gueye, doyenne de l'UFR Santé de Bombay et chef de service du centre de traitement ambulatoire. Professeur, vous avez la parole. Merci Alimatou, merci ma petite sœur. Bonsoir à tout le monde, bonsoir cher maître, professeur Boy, Seynabou, bonsoir en tout cas à toutes les personnes qui sont connectées, aux personnes qui sont là, hein, dans la salle, nous sommes assez nombreux aussi. Moi, je suis le docteur Delpha Gomité, donc je suis médecin infectiologue, docteur en santé publique, agrégé en maladies infectieuses. Donc, je suis enseignante-chercheur à l'Université de Bombay. Mais si je suis là, c'est parce que j'ai longtemps travaillé dans le VIH, donc en tant que coordonnatrice du centre de traitement ambulatoire de femmes. Donc, une structure qui fait partie des 3 premières structures de prise en charge des personnes vivant avec le VIH.
et qui aujourd'hui fait partie des structures spécialisées, en tout cas de la division de lutte contre le VIH-Sida. Voilà, Alimato, en quelques mots. Merci beaucoup, professeur. Nous avons aussi Dr Nafissa Touley. Ceux qui connaissent EcoJam la connaissent, d'autres, ceux du VIH la connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Dr Nafi, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous et merci à professeur Alima et à toute l'équipe de ECHO pour nous avoir donné l'opportunité de venir aujourd'hui vous présenter ce travail qui est fait sur les résistances aux antirétroviraux. Moi, c'est Dr Nafissa Touley. Je suis chercheur à l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, connu sous le nom de IRSF. Et c'est un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui autour de cette table, accompagnée de mes maîtres, comme ils ont l'habitude de dire. J'ai fait mes premières pas sur la résistance sous l'encadrement du professeur Alimatou Diom Ndiaye et avec un projet qui a été l'idée au niveau du CTA par Dr Ndeye Fatou. Donc, c'est un grand honneur pour moi, en tant que leur ancien étudiant, de partager ce plateau avec eux. Merci. Merci beaucoup, Dr Nafi. Elle a beaucoup, on l'a pas beaucoup vu, mais tout ce qui s'est fait pendant la période de la COVID à IRSF, tous les tests qui ont été faits ont été vraiment sous sa coupole. C'est elle qui dirigeait l'équipe de jeunes biologistes qui faisaient les tests. Et on sait que pendant la COVID, il y a eu énormément de tests qui ont été faits. Donc, vraiment un grand plaisir d'avoir aussi Nafi aujourd'hui ici. Et pour ce cas, nous avons alors, il m'a dit qu'il n'est pas... Je vais le laisser se présenter parce que j'avais dit spécialiste de maladies infectieuses, mais il m'a dit non, c'est pas exactement ça. Donc, on va donner la parole à Dr Alassane Ndiaye qui va nous présenter le cas, qui va se présenter aussi. Merci beaucoup, professeur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux auditeurs et tout le monde qui est présent ici dans la salle. Je suis le docteur Alassane Ndiaye. Je suis médecin. Je ne suis pas spécialiste en santé publique parce qu'à cette recherche, pour être spécialiste en santé publique, le DS. Et alors, moi, j'ai fait le DU, de VIH, hépatite et des infections émergentes. Donc, pour ne pas qu'il y ait des conflits d'intérêts, donc je dis que je suis spécialiste du VIH et de l'hépatite B et des infections émergentes. Et je suis également spécialiste en santé publique. Je suis médecin de prise en charge au centre de traitement ambulatoire et sous la direction de mon chef de service qui est ici assise et également depuis le coordonnateur technique du centre de traitement ambulatoire. Donc, c'est un grand plaisir d'être choisi pour présenter ce cas qui nous interpelle tous. Et merci encore pour la confiance qui nous a été accordée et pour cette invitation. Merci beaucoup, docteur Alassane. Comment? On peut avoir la caméra. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes, vous voyez, on est en famille de VIH. Hein? Donc, on va faire une petite place aux autres, mais aujourd'hui, c'est le VIH qui va parler. Et je vais demander tout de suite à Conan de nous partager l'agenda, le housekeeping, de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, quand les options s'amenuisent, comment gérer une résistance au dolutegravir avec, donc, comme présentateur de cas, Dr Alassane Ndiaye, et puis deux expertes, une clinicienne qui a fait toute sa vie quasiment dans le VIH, professeur Ndeye Fatou Ngom, et pour l'expert en viro, nous avons Dr Nafissa Touley. Diapo. Voilà, donc l'agenda est ici présenté. Donc, après les salam alek, on va demander à Dr Alassane Ndiaye de nous faire la présentation de cas. Puis, on demandera aux membres de la communauté s'ils ont des questions de clarification auxquelles Dr Ndiaye va répondre. Puis, on demandera toujours aux membres de la communauté quelles sont les recommandations
hein, et nous allons demander à Nafisa Touley, qui est ici notre expert, de faire un peu la synthèse, le consensus des recommandations pourront être dégagées. Par la suite, nous allons donner d'abord la parole au professeur Leifa Toungom pour son intervention, puis Dr Nafisa Touley va faire une deuxième intervention, cette fois-ci peut-être un peu plus axée sur les aspects virologiques. Nous ouvrirons également par la suite une session de questions-réponses avant donc de clôturer. Diapo. Alors, pour ceux qui sont habitués à ECHO, on va vous demander de mettre votre micro en sourdine lorsque vous ne parlez pas, de garder votre vidéo activée tout au long de la session. Ça nous permet ensemble. Lorsque vous prenez la parole, merci de vous présenter, d'indiquer votre organisation, votre lieu de travail et de garder votre téléphone en mode silencieux. Alors, nous allons essayer tous d'avoir une connexion Internet stable. Des fois, c'est un peu ça le challenge. Mais si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever juste la main, comme ceci, ou utiliser les fonctions de lever de main de Zoom. Alors, si vous avez des soucis pendant la session, vous pouvez, via le chat, poser vos questions. Nous avons le service d'assistance technique qui est composé en fait des collègues qui sont ici présents, qui se feront un plaisir donc de vous assister. Alors, n'oubliez pas que cette session, elle est enregistrée. Donc, en y participant, vous consentez à être enregistré. Merci. Alors, 10 minutes avant la fin de la session, vous serez invité à remplir un court questionnaire qui va nous permettre donc d'avoir votre feedback, de pouvoir améliorer ces sessions. Alors, les données qui sont collectées à travers les sessions ECHO sont des données qui vont être utilisées peut-être juste pour montrer ce que nous faisons, mais de façon complètement anonyme. Et également, on se garde de vraiment protéger, en tout cas, la vie privée de nos patients, puisque nous travaillons sur des données de patients. Et donc, nous essayons, tout est vraiment géré de façon strictement confidentielle. Diapositive. Voilà, donc vous avez ici notre QR code, le lien pour rejoindre donc la communauté à travers le WhatsApp. Voilà, donc merci beaucoup. Nous allons sans plus tarder commencer cette session. Conan, je pense que sans plus tarder, on va donner la parole à Dr Alassane Ndiaye qui va nous présenter le cas d'aujourd'hui qui porte sur la thématique de la résistance aux antirétroviraux. Conan, si on peut avoir les diapos. Merci beaucoup, professeur, pour la parole. Et donc, c'est un plaisir de vous faire part de ce cas donc, qui nous interpelle tous comme j'ai dit tantôt. Donc, il s'agit en fait d'un patient de 33 ans qui pèse 86 kg suivi pour VIH1 au centre de traitement ambulatoire. Et comme observation également qui est importante à préciser, c'est un patient qui se déplace beaucoup pour des raisons professionnelles. Il a débuté son traitement au début des années 2000 en Côte d'Ivoire. Donc, il était initialement suivi en Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre de sa profession, il a rejoint le Sénégal pour un poste. Donc, depuis 2020, et il était initialement suivi depuis son arrivée au Sénégal au centre de santé de Mariste. Et récemment, il a été reçu au centre de traitement ambulatoire, en tout cas depuis 2023, pour une meilleure prise en charge. Du point de vue social, c'est un patient qui a découvert son statut depuis l'enfance, donc suite au décès de sa maman. Et il est marié avec un couple, dans le cadre d'un couple sérodiscordant. Donc sa femme, elle est séronégative. Récemment, il a été hospitalisé il y a un mois au service des maladies infectieuses pour une tuberculose pulmonaire. Et actuellement, il est suivi sous rifampicine et isoniazide. Donc, si nous retraçons un peu l'histoire thérapeutique de cette personne, donc depuis 2001, il est suivi, comme j'ai dit tantôt, en Côte d'Ivoire, et il était sous différentes molécules et sous différents protocoles.
Donc, initialement sous didanosine, stavudine et nevirapine. Ensuite, il a été switché en zidovudine, et lamivudine, lopinavir, et puis en zidovudine, lamivudine et darunavir. Donc, il a été mis sous darunavir parce qu'à un moment donné, il y avait une rupture du lopinavir. Donc, il a été switché sans pour autant avoir des contrôles sur le plan virologique, immunologique, encore moins moléculaire. Donc, depuis 2020, il a été mis sous TRF3-TC et dolutegravir lorsqu'il est venu au centre de santé de Maris. Donc, ils ont changé parce qu'ils ont suivi directement les recommandations nationales qui étaient en vigueur à l'époque. Et donc, ils ont changé toute la ligne de façon aveugle. Donc, ils n'ont pas eu des charges virales de contrôle, encore moins des autres paramètres qu'il fallait surveiller avant de switcher directement sous cette ligne. En décembre 2023, donc, il a rejoint le CTA et il a... Et une fois au CTA, nous avons maintenu la même ligne initialement et après, c'est après qu'on a eu le génotypage qui nous a permis de le switcher sous Efavirenz. Donc ici, vous avez un peu l'histoire de ces différentes charges virales. Donc en mars 2020, quand il est venu au centre de santé de Maris, ils ont fait la charge virale donc, sur place qui était inférieure à 800. Donc on n'a pas le chiffre exact, mais c'était juste inférieur à 800 et c'était pas du tout indétectable. Et après, sur la base de son indétectabilité depuis plusieurs mois, ils ont changé, ils ont mis sous TDF, 3TC et 2 mais pendant presque 2 à 3 ans, il n'a jamais supprimé sa charge virale. Donc, il a eu des charges virales modérées sous dolutegravir. C'est sur la base de ça qu'il a fait un génotypage. Et c'est ce génotypage qui a montré qu'il n'était pas du tout sensible au dolutegravir. Et donc, du coup, ils l'ont transféré au centre de traitement ambulatoire pour une meilleure gestion du cas, qui a bénéficié d'un changement du dolutegravir pour lui donner de l'efavirenz. Et quelques mois après qu'il a été mis sous efavirenz, notamment 6 mois, donc il a eu déjà une charge virale qui a été contrôlée, inférieure à 50 jours. Et sur cette diapositive, nous pouvons voir un peu la cinétique de façon très visuelle, la cinétique de l'évolution de la charge virale. Donc, au début, quand on a mis initialement le dolutegravir, on voyait que la charge virale était élevée à un moment donné, donc c'est descendu et puis après ça reprend encore. Et c'est finalement après qu'on a mis sous efavirenz sur la base du génotypage. Et depuis, juste 6 mois après la mise sous efavirenz, la charge virale est contrôlée de façon durable. Et jusqu'à aujourd'hui, la charge virale est toujours contrôlée. Donc, durant toute cette période, nous n'avons retrouvé qu'un point de taux de CD4 qui a été effectué au CTA, donc quand il a été admis pour revoir un peu son traitement, et le taux de CD4 était inférieur à 500 cellules par millimètre cube. Donc, la technique qui a été utilisée au laboratoire, donc c'était un prélèvement, donc on a pris un échantillon de sang total sur DTA et sur lequel on a fait une charge virale avec la machine M2000 et également le génotypage avec un séquençage. Et nous avons retrouvé le profil VIH1 avec les techniciens au niveau les biologistes au niveau du laboratoire et qui nous a montré également en utilisant les protocoles de récolte de l'OMS. Donc, ils ont pu quand même voir un peu les séquences qui ont été retrouvées et également l'analyse des mutations respectives par rapport aux différentes molécules. Donc, ici, on va vous montrer juste de façon très résumée, de façon très détaillée, les différentes résistances qui ont été observées. Donc, on voit qu'ils étaient résistants à presque toutes les classes thérapeutiques. Donc, c'était vraiment une multirésistance majeure, notamment surtout par rapport aux anti-intégrases. Donc, et aujourd'hui, on sait que ce sont les anti-intégrases qui sont recommandées. Donc, c'est résistant aux anti-intégrases, c'est résistant aux inhibiteurs nucléosidiques et non nucléosidiques pour certains, mais quand même, on voit nettement que c'est surtout par rapport aux inhibiteurs non nucléosidiques qu'il y a une sensibilité, notamment pour l'efavirenz, la nevirapine, et pour la létipurine, donc c'était une résistance à un niveau vraiment faible. Donc, ce tableau permet juste, en fait, de récapituler pour voir de façon très schématique ce qu'on a retrouvé.
Donc, pour toutes les autres classes, donc, il y a une résistance très élevée, sauf peut-être pour les inhibiteurs nucléosidiques où il y avait seulement le tenofovir qui avait une résistance, mais qui était intermédiaire. Et pour les inhibiteurs non nucléosidiques, nous avons vu que c'était susceptible à l'efavirenz, à la nébularine et à la doravine. Donc, on a juste jugé nécessaire de faire ça, de montrer ces différentes molécules, parce que c'est ça qui existe actuellement au Sénégal, sauf peut-être la doravine qui n'existe pas en tout cas actuellement au Sénégal. Donc, comme préoccupation, les préoccupations que nous avons par rapport à cette situation-là, qui nous a tous interpellés, c'est l'accessibilité en fait au génotypage. Donc, le génotypage n'est pas facile d'accès, également l'accessibilité à la charge virale. Peut-être dans les contextes où on est dans la capitale, peut-être c'est plus ou moins facile, mais dans certains contextes décentralisés, c'est encore très compliqué. Et également, ça nous interpelle sur quand on doit gérer ces genres de situations, d'interroger un peu l'histoire thérapeutique de ce profil de patient qui peut parfois être très, très chargé. Et le dosage plasmatique, parfois, des antirétroviraux dont nous ne disposons pas de façon systématique, et surtout pour les personnes qui ne sont pas du tout observantes ou qui ne sont pas, qui ont une autre comorbidité, et donc chez qui il peut y avoir des interactions médicamenteuses. Et aujourd'hui, on observe ce phénomène parce que la population est vieillissante, et donc, du coup, on voit nettement qu'il y a des interactions médicamenteuses du fait de la charge des comorbidités dans cette population. Et également, les actions entreprises, donc nous avons entrepris quelques actions, surtout pour le moment, en tout cas, le renforcement du patient pour lui expliquer davantage l'importance de l'observance. Et peut-être après, nous pouvons en revenir pour plus d'informations. Donc, devant cette situation, devant ce tableau, nous avons émis quand même certaines hypothèses qui pourraient expliquer ces résistances qui existent chez cette personne. Donc, d'abord, peut-être on a pensé à une résistance qui a été transmise par la maman parce que la maman était décédée de VIH. Et donc, on s'est dit peut-être que avec cette transmission, est-ce que la maman elle-même, elle était observante? Donc, peut-être. Et d'une observance également thérapeutique chez cette personne qui, on a dit, donc c'est une personne qui est très mobile, donc du fait de ses déplacements pour des raisons professionnelles. Et également, on a dit, est-ce qu'il y avait vraiment une puissance du traitement parce qu'à un moment donné, il était sous dolutegravir, alors qu'il était déjà il avait déjà développé une résistance à la lamivudine et également au tenofovir. Donc, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas une monothérapie fonctionnelle au dolutegravir qui a entraîné cette pression de sélection? Et donc, du coup, la survenue de cette résistance majeure aux différentes classes thérapeutiques. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous sommes disponibles pour les questions. Merci beaucoup, professeur Alonso, pour la parole. Merci beaucoup, Dr Alassane, pour cette très belle présentation de ce cas. Je pense que la particularité des personnes vivant avec le VIH, de l'infection à VIH, c'est que c'est une infection chronique. C'est une infection, là on nous présente le cas d'un patient qui a la trentaine et qui vit avec cette maladie depuis maintenant bientôt 30 ans, depuis 2001, c'est ça? Voilà, donc depuis à peu près 26 ans, il vit avec cette maladie. Il a eu différents traitements qu'il a eu en tout cas qui lui ont été administrés entre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, d'abord au niveau du centre de Anne, puis au niveau du centre de traitement ambulatoire, qui est le centre quand même en tout cas un des centres de référence dans la prise en charge thérapeutique. Et ce que vous nous avez montré aussi, c'est que chez ce patient, en tout cas tout le temps où il était au Sénégal, sa charge virale sous dolutegravir n'a jamais été indétectable. Elle a toujours été détectable. Donc des valeurs qui étaient modérées, mais en tout cas supérieures, largement supérieures à 1000. Un taux de CD4 qui n'a été mesuré qu'une seule fois sur les 4 ans, 5 ans, et ça a été fait au CTA. Et chez ce patient, finalement, lorsqu'on a pu faire le test de génotypage, on s'est rendu compte qu'il présentait une résistance au dolutegravir. Donc ça fait froid dans le dos parce qu'on ne s'attend pas à ça, mais je pense que c'est ce que vous venez de nous présenter. Et à la suite donc de cette résistance au dolutegravir, vous l'avez changé pour le mettre sous efavirenz.
là également, on peut se poser des questions parce qu'habituellement, on se dit que le dolutegravir est peut-être un peu plus puissant, mais on voit qu'avec efavirenz, ça marche. Le traitement, en tout cas, la charge virale devient indétectable. Donc, je ne sais pas si j'ai bien résumé votre cas. Donc, maintenant, on va peut-être on va donner la parole à la communauté pour voir est-ce que vous avez des questions de clarification. Est-ce que le cas que vient de nous présenter Dr Alassane et que j'ai essayé de résumer, il y a Dr Abdoulaye Sagna. Sagna, allez-y. Vous allez vous présenter aussi, s'il vous plaît. Votre micro est fermé, Sagna. Oui, Voilà, allez-y. bonsoir, professeur. Bonsoir, Dr Sagna. Oui, bonsoir à tout le monde et bonsoir, docteur Alassane, cher maître, professeur Ndeye, Fatou et autres. Voilà, moi c'est docteur Abdoulaye Sagna. Je suis chargé de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH au niveau du Conseil national de lutte contre le sida, le CNLS du Sénégal, à l'unité suivi, évaluation et recherche. Voilà, pas beaucoup de questions, hein, c'est juste des contributions. Et je pense que la présentation que le docteur Alassane a partagée euh, pose le problème de la résistance. Je peux dire que la résistance, comment dirais-je, c'est pas cette résistance primaire ou bien initiale aux ARV. Et malheureusement, au niveau du pays, on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle la charge virale avant le début du traitement ARV. Et je pense que ça aussi, ça a montré un peu les problèmes que nous rencontrons. Actuellement, on suit des patients. Beaucoup de patients n'arrivent pas à faire une mesure de la charge virale et on ne sait pas s'ils ont supprimé ou sont eu résistance à un produit ou pas. Donc, on sait que le dolutegravir, c'est une molécule qui est très puissante. Je peux dire actuellement, c'est notre molécule phare. Donc, si nous arrivons à griller ça, j'ai peur pour le suivi de nos patients. Et je pense que ce cas aussi a montré le problème des patients qui ont des charges virales modérées. Je suis un patient qui a un charge très élevé, vaut mieux de suivre un patient qui a un charge virale qui est modéré. En général, si la charge virale est très élevée, on dit que peut-être ce patient n'est pas observant. Mais surtout les patients qui ont des charges virales qui sont modérées, inférieures à 10 000 copies, souvent ces patients nous font des échecs thérapeutiques et font des résistances à un produit que peut-être nous-mêmes, on ne sait pas. Et on dit que peut-être, bon, il faut continuer à suivre, à renforcer. Je pense que ces patients méritent de faire des génotypages pour vérifier s'ils n'ont pas eu résistant à un produit ou pas. Maintenant, ma question, je ne sais pas, parce que j'ai vu que le patient a déjà grillé l'abacavir, alors qu'on a vu que dans son traitement, je pense qu'il n'avait pas goûté à l'abacavir. Donc, peut-être le protocole de la maman, si on avait le protocole de la maman, peut-être ça pourrait nous orienter pour savoir si c'est une résistance transmise par sa maman ou pas. Là, je ne sais pas si on avait eu d'après l'histoire, est-ce qu'on connaissait le protocole initial de la maman, que le protocole de la maman a suivi durant sa grossesse ou avant même d'être enceinte. Donc, merci beaucoup, professeur Alima, pour ce que vous êtes en train de faire dans le cadre du suivi de nos résistances. Et je pense que ce webinaire, pense que ça mérite d'être enregistré et d'être partagé dans tous les groupes, que tous les médecins de prise en charge puissent en bénéficier et pouvoir avoir un bon suivi de nos patients. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Sagna. Vous avez surtout relevé le fait que, effectivement, chez ce patient, il y a une résistance au dolutegravir qui est notre molécule phare. Et votre question, c'est la résistance qu'on observe vis-à-vis de l'abacavir, est-ce qu'on peut le relier au traitement de la maman? On va recueillir l'ensemble des questions, ensuite on reviendra à Dr Alassane. Dr Nebinta, vous pouvez vous présenter aussi, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup, professeur. Donc, je suis docteur Ndebinte Ndiaye et je suis au niveau de la division de la lutte contre le sida et les IST du Sénégal. Merci au docteur Alassane pour cette présentation de cas. Je suis comme docteur Sagna, hein, je me suis dit, la réalité nous rattrape.
avec cette résistance au dolutegravir, alors que, à l'instar de beaucoup de pays, nous avons tous opté pour le taux doluté. Donc, pratiquement tous nos patients sont sous dolutegravir. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de molécule miracle, il n'y a pas de médicament miracle. J'avais moi quelques questions à poser. Et c'est d'abord la résistance transmise par la mère. Je pense que la question également a été posée par Dr. Sagna. Est-ce qu'il est possible de dire qu'il y a une résistance transmise par la mère alors que ce patient est traité depuis presque 24 à 25 ans? Est-ce que cette résistance qu'il présente aujourd'hui peut être liée à la prise en charge de sa maman? Autre chose également, c'est le statut de l'épouse. Je n'ai pas entendu parler du statut de l'épouse. Je ne sais pas si c'est une femme qui est infectée ou non, et est-ce qu'elle est traitée si elle est infectée. J'ai une préoccupation également, c'est par rapport à la TB. Je pense que vous avez dit qu'en 2025, ce patient-là a présenté une tuberculose et qu'il a été mis sous traitement. Quand on sait que vous avez changé son traitement et vous l'avez mis sous efavirenz, s'il présente aujourd'hui une tuberculose, est-ce que ce patient n'est pas en train de nous faire une maladie AVH avancée? Et donc, l'autre question, c'est ce patient-là, est-ce qu'il n'est pas en monothérapie avec efavirenz comme il a été en monothérapie avec dolutegravir tout simplement? Et donc, la dernière question que je voulais poser, c'est par rapport au génotypage. Je pense que est-ce qu'on ne doit pas faire un génotypage avant de changer de ligne, qu'on soit en première, en deuxième ou en troisième ligne, parce que nos directives nous disent, faites le génotypage quand vous passez de la deuxième à la troisième. Vous passez de la première à la deuxième ligne, on n'a pas besoin de faire le génotypage. Alors qu'on voit que ce patient-là, peut-être que si on avait fait ce génotypage depuis 2020, parce qu'il est au Sénégal depuis 2020, peut-être qu'on aurait vu qu'il fait une résistance, d'autant plus que de 2020 à 2023, il a une charge virale non supprimée. Et donc, on voit qu'on l'a laissé sous ce traitement-là alors qu'il a une charge virale non supprimée. Donc, est-ce qu'on ne doit pas réviser nos directives pour que, quand on a une charge virale non supprimée, qu'on fasse le génotypage, que ce patient-là soit en première, en deuxième ou en troisième ligne? Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Dr. Leibinka, pour toutes ces questions qui montrent l'intérêt que vous portez, je crois, à cette présentation. On va y revenir. On va donner la parole à Dr. Moustapha Thiam. Dr. Moustapha, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Ali Matou. Donc, c'est Dr Moustapha Thiam du district sanitaire de Guinguinéo, également médecin de prise en charge du VIH et coordinateur régional de la task force TB pour la région de Kaolack. Alors, donc, je remercie vraiment Dr Ndiaye pour sa belle présentation. C'est un cas qui est très intéressant quand même, qui nous apprend beaucoup de choses. Mais également, c'est un cas qui suscite beaucoup de questions. Je pense que Dr Ndiaye Binta m'a marché un peu sur la langue par rapport à certaines de mes interrogations, notamment par rapport à cette résistance probable transmise par la mère, quand on sait que le sujet est quand même diagnostiqué et sous traitement depuis plus de 20 ans, 24 ans maintenant, et que l'on voit que sa charge virale qui nous est présentée, bien vrai qu'elle est assez élevée, ne me semble pas aussi explosive que ça pour quelqu'un qui, depuis 20 ans, présente une résistance. Est-ce qu'à ce stade, est-ce qu'on n'aurait pas dû être à des charges virales qui seraient beaucoup plus élevées? Vraiment, ça pose des questions. Je pense que l'hypothèse d'une résistance acquise n'est pas totalement à éliminer. Autre chose, c'est que également nous constatons que cette résistance qui est démontrée pour le DTG est quand même inquiète, hein, tout en sachant que le DTG, en tout cas, ce qu'on nous a toujours appris, c'est que c'est une molécule qui a une haute barrière génétique. Donc, vraiment, il y a lieu de s'inquiéter et de se poser beaucoup de questions. Maintenant, par rapport au protocole actuel du patient, moi, j'aimerais demander, parce que je vois que quand même, par rapport aux inhibiteurs nucléosides, même aux inhibiteurs non nucléosidiques, il y a vraiment beaucoup de molécules auquel le patient est résistant. Et néanmoins, sur son schéma, si je ne me trompe pas, il est toujours sous tenofovir, lamivudine et efavirenz. Et on se rend compte que cela marche. Et pour le TDF, il a été montré dans la présentation qu'il y a une résistance intermédiaire, je pense. Donc, il n'y a pas une résistance élevée, mais une résistance intermédiaire. Maintenant,
Est-ce que dans ces cas-là, on maintient toujours le TDF à la même dose? Je pose la question parce que, par exemple, pour la tuberculose que je connais mieux, on peut avoir des résistances, par exemple, à l'isoniazide, mais on sait que dans un traitement de seconde ligne pour les cas TB-MR, c'est des résistances assez faibles. On passe à l'isoniazide haute dose. Donc là, on est en train d'augmenter la dose de la molécule. Ici, pour le cas du TDF, est-ce que c'est le même dosage qui est maintenu ou bien il y a lieu de revoir le dosage par rapport au tenofovir? Ma deuxième question, c'est qu'à partir du moment où il y a une certaine résistance quand même au tenofovir et une résistance à la lamivudine, dans ce schéma thérapeutique à 3 molécules, quelle est réellement la molécule qui marche? Est-ce que ce n'est pas juste l'efavirenz qui est en train de marcher? Voilà, donc c'est vraiment des questions que je me pose. Encore une fois, je remercie Dr Ndiaye pour sa présentation et je salue quand même cette très belle initiative qui nous permet d'être à jour, de pouvoir confronter certaines difficultés que nous avons sur le terrain. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci beaucoup, Dr. Thiam. Je voudrais profiter de cette tribune. Alors, je vais prendre un engagement ici. Je ne sais pas si on arrivera à le réaliser, mais c'est mon souhait, c'est que tous les médecins de prise en charge qui sont ici connectés, qu'ils puissent faire le point de leur cohorte et qu'ils voient quels sont les patients pour lesquels les charges virales restent toujours élevées et quand on dit élevé, c'est supérieur à 1000, hein? Les charges virales non supprimées, pour qu'on puisse discuter et voir peut-être au cas par cas dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire les tests de génotypage. C'est un engagement que je prends. On va voir comment on va y arriver. Docteur Ousseynou Ndiaye, vous avez la parole. Merci, professeur, et rebonjour. Bonjour Ousseynou. Merci et félicitations à Dr Alassane pour sa brillante présentation. La présentation est brillante, mais ça fait peur. Franchement, on n'est pas rassuré du tout quand on sait tout ce qu'on a dit par rapport aux dolités et tout. Donc, on a vu qu'il a été sous monothérapie à dolutegravir et on n'a pas évalué. Et ça, je pense que c'était des manquements qu'on doit évaluer. Et présentement, il est en monothérapie fonctionnelle sous nonique. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a des pronostics par rapport, quand on connaît les barrières, la barrière génétique des noniques qui est très faible, les pronostics pour ce patient à long terme, je pense qu'il faut qu'on puisse réfléchir, d'autant plus qu'il a grillé beaucoup de lignes. L'autre question, c'est surtout par rapport au passage de première ligne avec les 2 NUC et un non-NUC. Je pense que c'était la première ligne de traitement. On l'a changé avec en deuxième ligne 2 NUC et un IP. Est-ce qu'on sait les motifs de changement de thérapie? Parce qu'on se rend compte qu'après plusieurs changements, finalement, c'est le non-NUC qui marche. Qu'est-ce qui a été à l'origine du changement de première ligne avec un non-NUC vers une deuxième ligne avec un IP? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Ousseynou. Nous allons prendre une dernière question avec Dr Kouro. Aujourd'hui, c'est la DLSI. Dr Kouro-Bousso. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Bonjour à professeur Ndeye Fatou et à toute l'audience. Je me réjouis, comme d'habitude, de ces conférences virtuelles qui sont d'une richesse, machallah. Et on espère pouvoir en faire d'autres et d'autres et d'autres, bien plus encore. Alors, je vais emboîter le pas à Ousseynou et à Ndeye Binta. On parle d'une possibilité, en fait, d'une possible monothérapie chez ce patient-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je sais que professeur Ndeye Fatou en parle très souvent, penser à des allègements thérapeutiques chez nos patients? Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'étudier une cohorte de patients en monothérapie et de voir le devenir de ces patients-là? Et voilà, c'est vraiment une perspective à laquelle je pense. C'est un traitement, une trithérapie, c'est lourd. Beaucoup peut-être sont en bithérapie ou monothérapie. Donc pour moi, c'est vraiment une réflexion qu'on devrait tous avoir. Et c'est également efficace à mon avis, dans un contexte de raréfaction des ressources. Donc, et même pour l'hygiène de vie des patients qui sont suivis pendant autant d'années. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup, Dr Kouro. Nous allons maintenant donner la parole à Dr Alassane. Dr Alassane, il y a eu beaucoup de questions. Je pense que vous avez pu noter les questions. C'est d'abord Dr Sagna
qui demande est-ce que vous avez des informations concernant le traitement de la maman? Merci beaucoup. D'abord, je veux remercier tous les intervenants pour l'intérêt qu'ils portent à la présentation. Donc, c'est une préoccupation, je pense, unanime. Et ça nous interpelle encore une fois. Effectivement, donc nous avons fait en fait un interrogatoire. Donc là, dans ce cas, nous avons même rappelé la personne pour lui poser toutes les questions pour vraiment comprendre cette résistance. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas nous donner certaines informations parce que sa maman est décédée très tôt, alors qu'il avait à l'époque 5 ans ou 6 ans. Donc, il ne se rappelle pas exactement en fait voilà, du traitement de sa maman et il ne garde aucune copie également du dossier de la maman. Mais quand même, il sait qu'à un moment donné, il a demandé à son papa. Il sait qu'à un moment donné, bon, il y avait une mauvaise observance thérapeutique chez la maman. Donc, ce qui peut probablement être une explication sur la résistance à l'abacavir. Et on sait que l'abacavir a été utilisé depuis presque les années 90, 92, un peu plus. Donc, ça pourrait être peut-être une explication. Mais quand même, on n'a pas vraiment toutes les informations chez la maman qui permettent d'expliquer cette résistance transmise pour l'abacavir. Je vous laisse répondre aux autres questions. Je pense qu'il y avait la question de Binta par rapport à qui se demande est-ce qu'aujourd'hui notre malade n'est pas en monothérapie sous efavirenz et est-ce qu'il n'est peut-être pas temps de réviser nos directives pour que le génotypage soit fait de façon systématique après un échec avant de passer à une deuxième ligne de traitement. Oui, effectivement, bon, je dirais que ce patient est sous monothérapie fonctionnelle. C'est ce qui nous est arrivé avec le dolutegravir à un moment donné. Et pourtant, on sait que le dolutegravir a une barrière génétique vraiment très élevée. Donc, pour l'efavirenz, ce qui n'est pas le cas comparé au dolutegravir. Donc, oui, il est en monothérapie fonctionnelle. Mais après, pour le génotypage, oui, on en a discuté. On s'est dit que est-ce que avant tout changement de ligne, il ne fallait pas déjà faire un génotypage pour vraiment comprendre où se situent les mutations et donc pour accompagner ces personnes-là de façon plus convenable. Donc, oui, ça nous met dans une situation vraiment d'inconfort avec cette résistance intermédiaire au tenofovir et l'efavirenz qui marche actuellement seul. Je ne sais pas si je peux enchaîner. Oui, allez-y, allez-y. Et donc, ça nous permet directement de répondre à une question sur le pronostic. Donc, effectivement, après, bon, les années à venir, nous, on est là, on est inquiet, on est dans une situation vraiment inconfortable pour ce patient-là. Et c'est pour ça on s'inquiète d'ailleurs et qu'on essaie de faire de notre mieux pour qu'il soit au moins observant, en espérant que très prochainement, nous allons découvrir de nouvelles molécules, vraiment qui vont lui permettre d'être mieux suivi. Parce que si vous voyez également le génotypage, il y a une résistance à la rébite. Et aujourd'hui, on parle des longues-actines. Donc, est-ce que également ce patient-là peut bénéficier des longues-actines? Donc, c'est un point d'interrogation. Peut-être qu'il pourrait bénéficier du lenacapavir ou peut-être d'autres molécules qui vont arriver sur le marché. Donc, toujours sur la même coulée par rapport au régime thérapeutique de ce patient-là, est-ce qu'on peut augmenter la dose du tenofovir? Bon, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop si on peut le faire. Mais quand même, je pense après aux problèmes rénaux qui vont probablement survenir et également osseux, donc le vieillissement précoce avec peut-être le blocage et au niveau mitochondrial qui vont entraîner peut-être un stress oxydatif qui est un signe d'accélérateur, qui est un signe accélérateur en fait du vieillissement, d'autant plus que c'est des personnes qui vieillissent précocement sous ARV. Maintenant, après, peut-être, il y a une sensibilité à l'atazanavir. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe l'atazanavir au Sénégal? Donc, peut-être l'atazanavir pourrait booster l'efavirenz, le temps peut-être de trouver d'autres solutions, d'autres stratégies thérapeutiques pour ce patient. Mais en tout cas, ça nous laisse perplexes. Ça nous laisse vraiment perplexes. Et bien, peut-être je vais laisser la réponse peut-être après aux experts qui vont nous dire, de par leur expérience et de par ce qu'ils ont vu dans la prise en charge depuis qu'ils ont été là. Et les motifs de changement, donc ça aussi, on ne l'avait pas. On n'avait pas des motifs de changement, bon, en tout cas en faisant l'interrogatoire, parce que malheureusement, on n'a pas tout le résumé du dossier de ce patient. Donc, on n'a pas ce qui s'est passé antérieurement. Mais en tout cas, il dit qu'il se rappelle bien qu'à chaque fois qu'il prenait les médicaments, ça ne marchait pas. La charge virale n'a jamais été supprimée. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, il changeait
voilà, changer de ligne sans même pour autant faire un test de génétique. Donc, il se limiter seulement à la charge virale. Et pour l'allègement thérapeutique, c'est vraiment aujourd'hui tout ce que nous souhaitons pour nos patients, c'est pour répondre à la question de Dr. Kurobuso. C'est vraiment tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, de faire un allègement thérapeutique pour nos patients. Donc, espérant que ça va très bien marcher pour eux, pour vraiment avoir, pour contrôler davantage et améliorer la qualité de vie de ces personnes qui vivent avec le VIH, qui aujourd'hui, on voit chez eux beaucoup quand même de choses qui arrivent et parfois qui nous laissent dans des positions vraiment inconfortables. Donc, je pense que j'ai répondu, sauf si peut-être, il y a une question de Dr. Sanya, peut-être sur la résistance transmise aux dolutegravir. Oui. Oui. Bon, pour la résistance transmise aux dolutegravir, nous-mêmes nous sommes posé cette question. Mais en discutant en interne, on s'est dit que le dolutegravir, c'est une molécule très récente. Alors que lui, c'est une transmission mère-enfant. Donc, probablement, sa maman n'a jamais bénéficié du dolutegravir, encore moins des autres molécules, des inhibiteurs de l'intégrase qui sont des molécules nouvelles. Parce que si je ne me trompe pas, la première molécule des inhibiteurs de l'intégrase, c'est le raltegravir, si je ne me trompe pas. Et le raltegravir a démarré déjà sur le marché en 2007. Alors que la maman est décédée même avant 2000. Donc, je pense que cette hypothèse, on l'a posée, mais après, on ne l'a pas retenue, on l'a éliminée devant cette information. Et le statut sérologique de l'écoute, peut-être vous avez omis, mais j'ai dit ça au moment à l'entame de la présentation. C'est un couple sérodiscordant. Donc l'épouse est venue et on suit d'ailleurs régulièrement la femme pour lui faire de façon très proche des sérologies pour vraiment contrôler. Et donc, elle est négative et même son enfant également est également négatif. Donc, on a fait un index testing et on le fait de façon régulière chez la maman pour s'assurer qu'il n'y a pas de transmission. Donc, j'en ai fini, Madame la Présidente de séance. Merci. Merci beaucoup, Docteur Alassane, pour ces questions, ces réponses à toutes ces questions très pertinentes qui ont été posées. On va changer un peu le modèle de format aujourd'hui. Je pense qu'il y a des questions qui ont été posées. On va demander peut-être directement à notre experte, Dr. Neifatou. Peut-être qu'elle a déjà des réponses en tout cas à renforcer par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc, Dr. Neifatou, je vous donne la parole. Il y a une question dans le chat de Dr. Aminata qui demande qu'en est-il d'une test? Est-ce qu'on peut envisager d'utiliser le tenofovir à l'éphénamide chez ce patient? Et puis, il y a la monothérapie fonctionnelle aussi qui a été évoquée. Le tenofovir à haute dose, etc. Donc, je vais donner la parole à Dr. Neifatou, puisque c'est un malade aussi qui est dans son service. Voilà, peut-être qu'elle pourra apporter plus d'informations. Vous avez la parole. Merci, Prof. Alimatou. Remercier tout le monde pour l'intérêt, parce que je pense que en présentant ce cas, vu le nombre de personnes qui sont connectées, vu les questions qui ont été posées, je pense que notre communauté s'intéresse beaucoup à la qualité de vie des patients. Et donc, il dit qualité de vie, dit un traitement qui est efficace, et un traitement efficace, mais pendant longtemps. Donc, une efficacité durable. Et nous avons été surpris quand nous avons reçu l'information du professeur Alimatou, avec qui nous travaillons franchement de façon très proche. Quand nous voyons qu'un patient ne contrôle pas son infection, je ne parle même pas de supérieur à 1000, nous quand c'est inférieur c'est entre 50 et 1000, c'est notre préoccupation, parce que nous nous sommes dit que en tant que structure de référence, nous ne devons pas quand même passer à côté des résistances. Et comme vous le savez, aujourd'hui, je pense que le docteur Sagna, tout à l'heure, vous avez interpellé, mais je pense que même l'OMS l'a dit, donc la résistance au dolutegravir commence à venir. 3,9 à presque 19% selon l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, ce qui fait que quand les molécules sont sur le terrain, généralisées, parce que depuis 2019, nous, au Sénégal, tous les patients pratiquement sont sous dolutegravir, à l'exception de certains patients. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en stress aussi
par rapport au TLE, donc les favirennes, ils sont un peu stressés par rapport à la disponibilité de cette molécule qui est assez intéressante et qui nous a permis au moins d'avoir un petit espoir, une lueur d'espoir chez ce patient qui est marié donc, et qui a vu son épouse tomber enceinte et mettre au monde un enfant séronégatif. Parce que je pense que si on n'avait pas cela, peut-être qu'on allait avoir encore beaucoup plus de problèmes. Donc aujourd'hui, l'absence de contrôle de l'infection nous pose problème, surtout chez ce patient qui a une histoire thérapeutique qui est assez longue. 24 ans sous traitement, 2000 jusqu'en 2025, 25 ans, voire même 26 ans. Donc des traitements depuis les DDI qu'on n'utilise plus, le DKT. Donc c'est les premiers patients qui utilisaient ce repas de comprimés, donc plusieurs molécules. Et cette personne a bénéficié de ce traitement-là en tant que jeune, très jeune, hein, et qui aujourd'hui nous développe ces résistances. Donc, je pense que par rapport à la transmission mère-enfant, du dolutegravir, on peut ne pas retenir cette hypothèse. Mais par rapport aux autres molécules, je pense qu'on ne peut pas écarter cette hypothèse. Il a résisté à presque tous les inhibiteurs nucléosides de la reverse transcriptase, sauf le tenofovir, donc où la résistance est intermédiaire. Donc je pense que le fait que sa maman ait été sous traitement et que ce traitement n'a pas été aussi contrôlé, parce qu'on imagine que ce traitement n'a pas été contrôlé, donc peut entraîner cette résistance transmise en partie et qui a fait que dès le démarrage du traitement, il n'a jamais contrôlé. Il n'a jamais contrôlé, donc ce n'était pas un problème d'observance, peut-être au début. Donc il y avait une résistance qui était là. Donc, je pense que déjà, en dehors de revoir les guidelines, mais les enfants nés de mères séropositives doivent nous interpeller. Donc, parce que ces mamans sont sous traitement, est-ce que ces femmes sont sous des protocoles? Donc, nous tous, hein, qui sommes là en tant que médecins qui prennent en charge, devront revoir les protocoles de tous les enfants nés de mères séropositives, donc en tenant compte du protocole de la maman, donc du protocole antérieur de la maman, si jamais on a des difficultés comme ça, parce qu'on a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui ont développé des résistances, mais je ne sais pas, est-ce qu'on a vérifié donc la situation de la mère? Beaucoup d'adolescentes ont développé en tout cas des résistances. On parle d'observance parce qu'ils sont jeunes, etc. Mais je pense que ce cas-là devrait nous alerter, hein, en tout cas, à revoir un tout petit peu la prise en charge des femmes enceintes et ne pas tout mettre dans le panier de la résistance acquise. La deuxième chose que nous souhaiterions dire, c'est que aujourd'hui, si vous voyez ce patient-là, c'est un patient qui a eu des charges virales modérées, mais qui n'a jamais été génotypé pratiquement. Donc, la chance qu'il a eue, c'est de venir au Sénégal, d'aller au centre de santé Maris, qui ont été très courageux. Ils ont vu que la charge virale n'arrivait pas à être indétectable. Ils nous l'ont envoyé. Et donc, moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc, ils ont suivi hein, le circuit normal hein, donc de la division de lutte, proposé par la division de lutte contre le sida. Mais aujourd'hui, je pense que si le Sénégal n'avait pas des tests de résistance, naturellement, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir ces tests de résistance, cette personne-là allait continuer à être sous dolutegravir. On allait se dire, voilà, on n'a pas autre chose, il fallait au moins faire un cocktail. Et ça nous rappelle les premiers patients qui étaient après sous des traitements octathérapie parce qu'on n'avait pas une molécule qui était efficace. Au moins, on a la chance d'avoir les favirennes. Aujourd'hui, vous avez quelques antiprotéases qui sont susceptibles. Mais est-ce qu'on peut associer les favirennes avec, par exemple, l'atazanavir? Est-ce que c'est d'autres questions encore? Ce qui veut dire que nous avons besoin aussi d'un renforcement de capacité pour nous permettre, hein, et donc ces sessions-là sont des sessions assez intéressantes qui nous permettent de pouvoir y arriver. Donc, inobservance, en tout cas, lui, il prend ses médicaments. C'est ce qu'il nous dit. C'est vrai qu'il bouge beaucoup, mais tu peux bouger avec tes médicaments. Il voyage avec ses médicaments, il prend ses médicaments. Donc, l'inobservance du fait de la mobilité, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas doser le traitement. Est-ce que le fait qu'il était sous monothérapie
avec le dolutegravir n'a pas entraîné la résistance au dolutegravir, alors que c'est une molécule avec une haute barrière génétique. Oui, on peut dire oui, mais pourtant, il est sous efavirenz avec du tenofovir qui est intermédiaire et il a contrôlé son infection. Le 3-TC, on peut le recycler. Je pense qu'on peut le recycler, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire quand même avec du tenofovir intermédiaire, du 3-TC recyclé et l'efavirenz qui est efficace, je pense qu'on peut quand même, c'est pourquoi on a eu le contrôle de cette infection. Mais, quel que soit alpha, je pense que cette personne doit être une alerte pour nous. Une alerte parce qu'elle devrait nous permettre de réfléchir, en tout cas au niveau du programme, à un besoin d'autres molécules. On a besoin d'autres molécules. C'est vrai que si on a besoin de 1% de molécules autres que les molécules qu'on a l'habitude d'utiliser, souvent c'est difficile avec les appels d'offres. Les gens, les labos en général, on a des difficultés pour avoir ces médicaments. Mais je pense qu'au niveau du programme, sauver une vie reste quand même une priorité pour le médecin. Il nous faut des médicaments, même si c'est pour un seul patient, des médicaments qui marchent en cas de résistance pour pouvoir maintenir en vie ces personnes-là donc pendant longtemps. La deuxième chose, c'est que on parle de long acting, c'est vrai, déjà il est résistant au long acting. Et l'autre chose, c'est que malheureusement, même si on instaure aujourd'hui des traitements, un allègement thérapeutique, si on accepte l'allègement, l'allègement nécessite un suivi rapproché. Des charges virales qui te permettent de guetter un rebond. Alors que la majeure partie de nos patients ne peuvent pas avoir cette charge virale régulièrement. C'est ça la grande question. Est-ce qu'ici, en contexte limité, les ressources limitées, est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à renforcer la disponibilité de la charge virale? Je pense que le labo est là, avec les POC et tout. Comme on a les POC CD4, POC charge virale, en tout cas, il nous faut des outils qui nous permettent d'être à l'aise, en tout cas, au lit du malade, d'être à l'aise lors des consultations ambulatoires pour pouvoir dépister le plus rapidement possible ces rebonds, donc ces blips en général qu'on observe chez ces patients donc, qui sont sous traitement. La deuxième, notre réflexion, en tout cas, que m'inspire ce cas, c'est surtout par rapport, oui, juste la dernière, après je donne la parole à Madame Diouf. C'est juste par rapport au changement. Nous avons transité de l'efavirenz au dolutegravir. Tous nos patients ont été transités. Je pense que Binta a parlé de révision des directives, mais je pense qu'ici, il est important de voir tous les patients qui ont été transités. En tout cas, ceux qui aujourd'hui, qui avaient une charge virale qui n'était pas du tout indétectable, de pouvoir les génotyper, voir un peu est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une résistance au dolutegravir parce que peut-être on n'est pas très efficace. C'est exactement la même situation que vit ce monsieur-là. Donc, je ne vais pas encore monopoliser la parole, mais juste dire que c'est une réalité. Juste dire qu'il faut penser à la transmission mère-enfant chez nous, aujourd'hui, chez les patients qui ont 30 ans, 35 ans, etc., et qui sont suivis depuis longtemps, mais surtout penser à la disponibilité de nouvelles molécules qui nous permettraient d'être à l'aise, en tout cas, pour manager ces genres de patients-là qui nous posent problème. Voilà, cher professeur, ce que je voulais dire rapidement. Merci beaucoup, cher maître, professeur Ndefatou, pour cet argumentaire. Alors, on a un peu changé les règles, mais on va revenir. J'ai voulu lui donner la parole, pas seulement en tant qu'expert, mais parce que aussi elle connaît ce patient et qu'elle pouvait apporter d'autres informations. Alors maintenant, nous allons demander aux membres de la communauté si vous avez des recommandations, au-delà de celles qui viennent d'être émises, quelles sont les recommandations qu'on pourrait retenir? Alors, je voulais quand même dire quelque chose. On dit qu'il n'y a pas de charge virale, mais voilà un patient qui est suivi dans un centre de santé et qui a quand même 5 points de charge virale. Ça veut dire que quand même, quoi qu'on dise, la charge virale, en tout cas, c'est même pas un patient du CTA, mais en tout cas, au niveau de Dakar, elle est disponible. Voilà. Et je me réjouis aussi parce que la dernière fois, Dr Awakan nous disait qu'il n'y avait pas de génotypage. Nous avons quand même quelques tests de génotypage qui sont faits. C'est vrai que des fois, les résultats
ne viennent pas comme voilà, les collègues praticiens souhaiteraient les avoir aussi vite, parce que et c'est ça aussi la difficulté du traitement antirétroviral, c'est qu'il faut séquencer. Il faut séquencer, est-ce que la machine marche, est-ce que les réactifs marchent. Il n'y a que 2 laboratoires au Sénégal, 3 avec celui de Nafi qui font du séquençage. Donc, c'est un peu difficile, c'est ça la limite. Alors, quelles sont vos recommandations, docteur Aïssatou Diop? Vous avez la parole. Merci, cher maître. Moi, c'est Dr Aïssatou Diop. Je suis pharmacienne. Je suis à l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Je contribuerai à travers notre cher maître professeur qui vient de terminer pour juste un plaidoyer pour augmenter les molécules concernant pour le traitement du VIH. Parce que si je ne me trompe pas, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a un seul laboratoire qui le fait pour l'instant. Et si on pourrait faire plus d'appels d'offres pour ces molécules-là, ça serait bien. Et d'informer aussi les personnes à qui on pourrait qui pourrait enregistrer d'autres molécules pour mettre à l'aise les personnes qui sont sous traitement du VIH. Ça serait aussi un plaidoyer efficace et pour améliorer, vu que le dolutegravir a été résistant et aussi si la monothérapie est résistant par rapport au dolutegravir, est-ce que pensez-vous que en bithérapie, ça pourrait pas marcher? Pourquoi? Ça, c'était une question pour qu'on puisse voir. Et Merci merci beaucoup. beaucoup aussi au docteur Ndiaye pour sa brève présentation. Merci beaucoup, docteur Aïssatou. Nous prenons bonne note de votre question. On va laisser peut-être docteur Nafiri, il reviendra tout à l'heure. Professeur Abiboussa de Ziguinchor, est-ce que vous avez une recommandation? Merci, professeur Alimatou. Merci, cher maître. Bon, c'est vraiment un plaisir de participer à cet échange sur le VIH. Certes, nous, on est spécialiste de bactérioviraux, mais on parle plus de bactério que de virologie. C'est difficile aujourd'hui de parler de virologie devant notre cher maître, professeur Alimatou. Mais en fait, moi, la recommandation que je voulais faire, d'autant plus on se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une résistance primaire, c'est-à-dire l'infection dès le début, est-ce que la chose était résistante ou bien est-ce que c'est une résistance qui est acquise? Cela, ça soulève vraiment la nécessité de faire des charges virales même avant le début du traitement, de mettre les patients sous traitement et ensuite de pouvoir garder, c'est-à-dire c'est là où on devrait développer nos biobanques, essayer de garder ces échantillons parce que si dans de tels cas se posent aujourd'hui, on pourrait revenir sur cet échantillon pour pouvoir effectivement faire le séquençage sur cet échantillon antérieur et l'échantillon nouveau sur lequel nous avons détecté cette résistance et pouvoir faire une comparaison. Donc, vraiment, moi, c'est vraiment ces recommandations que je voulais faire. J'avoue que je ne suis pas trop expert du VIH. Mais je pense que aussi, c'est quelque chose que la politique du Programme national de lutte contre le VIH, il devait aller vers ce changement de paradigme. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Merci beaucoup, professeur Abibou, pour vos belles recommandations. Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi les membres de la communauté. Sinon, on va donner la parole à docteur Nafissatou qui va nous faire la synthèse de toutes les recommandations qui ont été émises aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Alima, et merci à toute la communauté qui a pris la parole pour nous donner des recommandations par rapport au cas qui a été présenté. Et juste peut-être avant de revenir sur le cas, on a parlé un peu de résistance à l'abacavir, qui peut ne pas forcément être une résistance transmise, mais peut être une résistance croisée. Et je pense que durant ma présentation, on verra un peu les cas de mutation de résistance qui vont conférer à des résistances à d'autres molécules qui n'ont pas été incluses dans le traitement du patient. Et en guise de synthèse des recommandations, j'ai noté que de façon globale, il est recommandé de renforcer la surveillance des patients, surtout à charge virale modérée, comme première recommandation. Et il est aussi conseillé de revoir les directives nationales concernant les tests de charge virale et de génotypage, et voire même
revenir sur la charge virale à l'initiation du traitement et même un test de génotypage à l'initiation du traitement. Parce que je sais que dans certains pays, ils demandent au moins sur dolutegravir de faire un test de résistance avant de mettre les patients sous traitement. Faire aussi un test de génotypage avant passage en deuxième ligne. Parce que tout à l'heure, il a été dit que les passages de première ligne en deuxième ligne ne nécessitaient pas un test de génotypage. Mais ce cas qui vient d'être présenté nous interpelle tous et nous montre qu'en réalité, nous avons besoin d'un test de génotypage pour ce passage en deuxième ligne. Autre recommandation, c'est de suivre des patients sous monothérapie afin d'aller vers un allègement thérapeutique. Je pense que le docteur Nefatou en a parlé tout à l'heure. Et il y a aussi comme autre recommandation d'augmenter les molécules ARB qui sont disponibles. Nous avons des molécules qui sont très puissantes comme dolutegravir. Mais le cas qui a été présenté aujourd'hui nous montre qu'on peut avoir des difficultés même avec ce dolutegravir. Et dans ce cas, il faut qu'on aille vers la disponibilité d'autres molécules. Comme ils sont disponibles dans d'autres pays, comme les longues actives, ne serait-ce que pour les cas comme ça. Et dernière recommandation que je trouverais aussi pertinente, c'est la mise en place des biobanques des patients qui sont suivis, qui permettraient de revenir sur les cas qui sont complexes afin de pouvoir donner des réponses à toutes les questions qui ont été posées ici. Voilà un peu de façon résumée les recommandations que j'ai notées par rapport à la communauté. Merci beaucoup, Dr. Nafissatou, pour cette synthèse des recommandations. Je pense très, très, très pertinente. L'infection à VIH, c'est la grande difficulté. C'est vrai que c'est une infection à vie, mais le problème des pays à ressources limitées comme le Sénégal, c'est que nous suivons tous les recommandations de l'OMS. Et l'OMS nous a dit en 2019, mettez tout le monde sur dolutegravir. Mais il fallait qu'on ait la charge virale. Sauf qu'on n'a pas attendu. On a mis tout le monde sous dolutegravir sans vérifier que certains patients n'étaient peut-être en échec. Donc peut-être que ceci aussi explique un peu la situation que nous observons aujourd'hui. Alors nous allons maintenant donner la parole à Dr Nafissatou, cette fois-ci en tant qu'expert. Pour sa présentation, elle va aborder plus les éléments de virologie pour revenir un peu sur les mutations qui sont observées chez ces patients. Docteur Nafi, vous avez la parole. Comment? Merci, professeur. Et donc, je vais essayer d'être un peu moins bavarde aujourd'hui. Comme vous avez l'habitude de me taquiner d'être très bavarde. Mais comme en 15 minutes, on va essayer de faire un petit résumé par rapport à l'aspect virologique sur la gestion de la résistance aux dolutegravir. Et après, s'il y a des questions, on pourra apporter des réponses. Donc, avant de venir carrément sur ce qui a été les enseignements que nous avons tirés sur le plan virologique par rapport au cas qui a été présenté, j'aimerais un peu revenir sur le traitement ARV qui est utilisé. Nous savons que le traitement ARV n'élimine pas les virus, mais le traitement va cibler les différentes cibles du cycle de réplication du VIH. Et dans ce cas-là, nous avons plusieurs classes d'ARV qui ont été développées. Et ici, nous avons l'étape de cycle de réplication de départ qui est la fixation et l'entrée du virus. Donc, il y a des ARV qui ont été développés pour bloquer cette fixation et cette entrée du virus dans la cellule. C'est le plus souvent les inhibiteurs d'attachement, les anticorécepteurs. Et une fois le virus fixé, nous assistons à une fusion de la membrane virale avec la membrane de la cellule. Et nous avons aussi les inhibiteurs de fusion qui vont essayer d'empêcher cette fusion des membranes. Et une fois maintenant cette fusion effectuée, nous avons l'étape de rétrotranscription de l'ARN en ADN. Nous savons que le virus est un virus à ARN qui a besoin de rétrotranscrire son ARN en ADN. Et donc, la rétrotranscriptase va permettre de transformer cet ARN en ADN. Et donc, sur cet aspect-là aussi, nous avons des ARV qui vont essayer de bloquer cette rétrotranscription. Et dans ces ARV, nous avons deux classes, qui est la classe des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse et la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse.
Et une fois cette rétrotranscription effectuée, le virus maintenant va intégrer l'ADN dans l'ADN de la cellule hôte afin de pouvoir utiliser la machinerie de la cellule hôte pour produire d'autres virus. Et c'est dans ce cas-là que les anti-intégrases vont venir bloquer cette intégration de l'ADN viral à l'intérieur de l'ADN de la cellule hôte. Et à partir de là maintenant, comme je l'ai dit, le virus va utiliser la machinerie de la cellule hôte pour produire d'autres virions. Et ces virions qui vont subir une maturation grâce à la protéase virale pour pouvoir donner d'autres virus qui seront matures et capables d'infecter d'autres cellules. Maintenant, on a assisté à une évolution des traitements ARV. Vous avez tout à l'heure tous parlé de monothérapie. La monothérapie a été au départ la stratégie qui a été utilisée depuis 1986. Et à l'époque, il y avait que la classe des inhibiteurs nucléosides de la transcriptase inverse avec la zidovudine qui était disponible. Mais très tôt, on est passé à l'ère de la bithérapie qui avait montré des résultats qui étaient meilleurs comparés avec la monothérapie. Mais toutefois, dès que la charge virale est apparue dans les années 90, on a mis en évidence qu'il y avait des résistances qui étaient développées avec des virus qui étaient incomplètement contrôlés. C'est ainsi qu'à partir de 1996, la révolution nous a amenés vers la trithérapie. Cette trithérapie maintenant qui était le sort associé deux INTI, c'est-à-dire deux nuques avec un IP ou un non-nuque. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après cet avènement-là, nous avons assisté à beaucoup d'ARV qui ont été développés dans différentes classes de qualité. Et aujourd'hui, beaucoup d'ARV sont disponibles, mais vous allez voir que certains ARV ont été même arrêtés d'être utilisés, comme l'a dit tout à l'heure professeur Neyfatou. Parce qu'à l'époque où nous, on faisait nos thèses, on était sur des traitements qui étaient sur BDI ou sur DKT, avec des toxicités qui faisaient qu'il y avait des switches, etc. Mais maintenant, les ARV qui sont le plus utilisés dans les NUC, les INTI, c'est les XTC, l'abacavir, le TDF et le TAM. Et à côté, nous avons aussi, on assiste aujourd'hui à un retour des non-NUC, parce que les non-NUC étaient presque abandonnés avec la faible barrière génétique qu'on avait avec les favirenz et les pirapides. Mais aujourd'hui, nous assistons à un retour des non-NUC avec beaucoup de molécules qui ont montré leur performance et qui sont de retour dans les traitements. Et pour les IP aussi, nous avons les IP boostés qui sont aujourd'hui beaucoup plus utilisés dans les traitements. Et en ce qui concerne la classe des inhibiteurs d'intégrase, au départ, on n'avait que raltegravir et elvitegravir, mais maintenant, nous assistons au dolutegravir qui a montré ses performances et qui est aujourd'hui beaucoup plus utilisé. On ajoute aussi les bictegravir et les cabotegravir qui aujourd'hui sont utilisés dans les pays qui ont les moyens de l'utiliser en quelque sorte. Et actuellement, les cabotegravir en injection est la molécule que tout le monde voudrait voir arriver sur les traitements, sur les programmes de traitement. Et pour ce qui est des IP, on en a parlé tout à l'heure. Nous avons le Plito, la Tazanavir, le Galimavir et aussi des IP boostés. Et pour réduire les contraintes de traitement, il y a des combinaisons de traitements qui sont proposées et qui aujourd'hui permettent de réduire les nombres de médicaments que les gens doivent prendre. Parce qu'au départ, en discutant avec des patients, ils disaient qu'ils avaient jusqu'à 8 médicaments à prendre et c'était un peu contraignant. Les traitements ont beaucoup évolué au Sénégal, on en a déjà parlé, qui au départ associaient deux NUC et un non-NUC. Et dans ces associations, comme on l'a dit tout à l'heure, on retrouvait principalement l'AZTDKT ou PPI, et l'autre non-NUC, c'était les favirenz et les virapides. Et à côté, nous avons aussi le TDF qui a été utilisé par la suite, toujours accompagné de l'efavirenz et lévirapides. Mais beaucoup d'études ont montré que ces non-NUC avaient une faible barrière génétique et des taux de résistance élevés ont été
retrouvés et les recommandations actuelles vont vers l'utilisation des traitements à base de dolutegravir et le plus souvent utilisé, c'est le tenofovir paclitaxel connu sous le nom de TN. Et les tests de résistance ont permis d'optimiser ces choix alternatifs. Parce que si on n'avait pas les tests de résistance, on ne pouvait pas démontrer qu'il y avait des résistances par rapport aux ioniques. Et c'est ça qui a permis d'aller vers cette transition et maintenant vers cette recommandation de traitement à base de dolutegravir. C'est pourquoi cet intérêt qui a été porté sur le dolutegravir, on a montré avec beaucoup d'études qui ont été faites, son efficacité qui avait été démontrée, la tolérance du dolutegravir avec moins d'effets secondaires comparé aux ioniques, moins d'interactions médicamenteuses aussi a été décrit dans ces études-là, et la barrière génétique élevée à la résistance, en plus de sa demi-vie qui était longue comparée aux non. Et c'était un médicament qui était actif sur le VIH2, sachant que les non-NUC n'étaient pas actifs sur le VIH2. Ce qui fait que la recommandation de l'OMS de l'utiliser dans les options thérapeutiques de première, de deuxième et même de troisième pour le traitement du VIH. Et ça, c'est les propositions, les recommandations de l'OMS en termes de traitement. Je pense que, comme nous l'avons dit, la plupart, c'est des traitements à base de dolutegravir, mais selon les particularités, on a des traitements qui vont utiliser des phagocytes, des inhibiteurs de protéase, et d'autres inhibiteurs d'intégrase comme l'intégrase. Maintenant, le traitement ARV, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un traitement qui est à vie. Donc, les résistances peuvent apparaître. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être à l'origine de ces résistances. Dans un premier temps, on a parlé tout à l'heure au départ de la rétrotranscription de l'ARN en ADN. Donc, la transcriptase inverse, malheureusement, n'a pas cette fonction de correction des erreurs qui vont être faites durant la rétrotranscription, ce qui occasionne dès le départ la présence de ces mutations dans les quasi-espèces. Maintenant, si le traitement ARV est assez puissant pour bloquer ce virus-là, ces mutations resteront dans un niveau basal et ne vont pas émerger. Mais dans les conditions où les patients n'est pas observant, ou bien parfois lié même à l'organisme du patient, pas forcément le patient peut être observant, mais il y a d'autres facteurs liés à l'organisme ou à la physiologie qui font qu'on a une insuffisance de dose dans son traitement. Il y a aussi les changements dans les séquences de la cellule infectée, comme l'APOBEC, qui peut être à l'origine de la sélection de ces mutations. Et le taux de réplication du VIH qui est très, très élevé, toutes ces choses-là peuvent être à l'origine de la sélection des variants qui portent des mutations de résistance et qui sont d'emblée présentes chez les patients qui sont infectés par le VIH. À cela s'ajoute ce qu'on appelle les notions de barrières génétiques. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Les classes des ARV disposent de différentes barrières génétiques. Nous avons des classes qui ont des barrières génétiques faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une seule mutation peut être suffisante pour conférer une résistance à une molécule ou à une résistance croisée par rapport à cette classe-là. Et ça, c'est le cas de la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, mais aussi des inhibiteurs d'intégrase de première génération, comme les raltegravir et l'intégrase. À côté, on a ce qu'on appelle une barrière génétique intermédiaire qui, parfois, une à deux mutations peut être suffisante pour conférer une résistance à cette classe-là. Et donc, dans cette classe-là, nous avons le plus souvent les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Et à côté, nous avons les molécules à barrière génétique élevée. Et ces molécules, cette classe-là a besoin d'une accumulation de mutations de résistance pour pouvoir développer une résistance. Et le plus souvent, c'est la classe des inhibiteurs de protéase et la classe des inhibiteurs d'intégrase de deuxième génération, dont le dolutegravir, pour lequel nous sommes en train de parler. Et quel enseignement nous allons tirer de ce cas qui a été présenté? Donc aujourd'hui, on ne va pas revenir sur le traitement. Nous avons déjà discuté du fait que
le patient a été maintenu sous un traitement qui n'a pas marché depuis presque 4 ans, entre 2020 et 2023, et le patient n'a bénéficié d'un point de résistance qu'en 2023, et ça fait qu'on a maintenu un traitement qui ne marche pas pendant très longtemps, ce qui a été à l'origine de la sélection des mutations de résistance qui étaient d'emblée préexistantes chez ce patient-là. Et donc, on voit que le patient est résistant à presque toutes les classes, mais heureusement, comme on a dit, on assiste à une sensibilité au non-luc, ce qui a un peu bouleversé parce que c'est le contraire que les gens s'attendaient à avoir, que les patients grillent en général en premier les non-luc avant d'aller griller les autres classes. Donc, les mutations sont sélectionnées par la pression de sélection exercée sur les AR. Et quelles sont les mutations qui ont été observées chez ces patients-là? Nous assistons à la M184B. Et comme on a dit tout à l'heure, par rapport à cette mutation-là, ça confère une résistance au XTC, c'est-à-dire 3DC, FTC, mais ça confère aussi une résistance croisée aux autres molécules, comme l'abacavir dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, cette mutation est à l'origine de cette résistance à l'abacavir que vous avez observé chez ce patient-là. Nous avons aussi d'autres mutations comme les TAM, les thymidine analog mutation, et ce sont ces TAM-là qui font que les autres inhibiteurs nucléosides de la transcriptase inverse, qui sont les analogues de la thymidine, ont été créés pour ce patient. Et heureusement, pour ce qui est des non-luc, on assiste. Pour ce qui est des non-luc, nous avons la mutation E138K, et c'est cette mutation-là qui a entraîné la diminution de sensibilité que nous avons vue avec voilà. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce patient, au moins, ne présente que cette mutation-là qui fait sa sensibilité à la classe des non-luc. Donc, vous avez toutes ces mutations qui auraient été sélectionnées par le patient. Ce patient aurait aussi grillé la classe des non-luc. Et concernant les inhibiteurs de protéase aussi, nous avons vu la mutation M46 et les mutations en position 67. Et ces mutations ont été à l'origine de la résistance qu'on a vue aux IP12C qui sont dans le test de résistance qui a été fait pour ce patient-là. Et donc, comme nous l'avons vu, les résistances croisées sont souvent une mutation ou deux mutations peuvent être présentes. Bien que le patient n'ait pas sous un traitement donné, ce patient peut développer une résistance à un autre traitement qui n'est pas inclus dans les Et concernant les inhibiteurs d'intégrase, le plus souvent, les mutations qui ont été développées par le patient, c'est les mutations en position 66, 118 et 138K. Donc, ces mutations sont à l'origine de la résistance qu'on a vue aux inhibiteurs d'intégrase. Et surtout, la mutation G118F, cette mutation a entraîné une réduction de 5 fois du GTG qui est dans le traitement du patient. Donc, je pense que ce patient-là a grillé toute la classe des inhibiteurs d'intégrase. C'est lié à la sélection de ces mutations de résistance. Et la mutation G118 associée en plus au E138K va encore augmenter la réduction de sensibilité par rapport aux inhibiteurs d'intégrase. Donc, c'est normal que ce patient qui a sélectionné ces mutations-là ait grillé toute la classe des inhibiteurs d'intégrase. Et je vais finir pour dire que de façon globale, la surveillance de la charge virale, comme vous l'avez dit dans les recommandations, et des mutations de résistance est essentielle pour adapter les traitements et optimiser leur efficacité. On ne peut pas juste changer un traitement sur la base des aspects cliniques qui seront un peu tardifs parce que la charge virale est beaucoup plus précoce. Les stratégies de traitement doivent être personnalisées en fonction des profils de résistance du patient et des recommandations des sociétés savantes. Et bien que le dolutegravir soit un traitement efficace, les résistances peuvent survenir. Et je pense que le rapport de l'OMS de 2024 sur les
résistance au DTG a montré des taux qui, en enquête, étaient à peu près 3%, mais en routine, étaient jusqu'à 19%. Et en cas de résistance au DTG, une évaluation de la sensibilité à l'effervescence peut être effectuée pour envisager une resensibilisation tout en prenant en compte les mutations de résistance. Et je pense que c'est ça que vous avez fait, qui vous a permis de le revenir sur l'effervescence. Et la résistance maintenant au DTG qui a été retrouvée exacerbe la nécessité de réaliser des enquêtes au niveau national, mais aussi de faire des prévenances par rapport aux mutations de résistance qui sont présentes actuellement sous traitement. Et je pense que voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport au cas qui a été présenté. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Nafissatou, pour cette très belle présentation qui vient compléter les éléments qui avaient été donnés par notre maître professeur Leifatou. Je pense que tout ça, vraiment, ça permet d'éclaircir par rapport à ce cas, surtout quand vous avez présenté le tableau des mutations, on comprend finalement pourquoi chez ce patient, rien qu'avec une mutation, en position 118, qu'on puisse avoir toute la classe qui soit grillée. Même si, normalement, si c'était sur d'autres positions, on aurait dû avoir plusieurs mutations qui allaient s'ajouter. Donc là, qu'on fasse très attention quand on parle finalement de barrière génétique, ça peut être un peu relatif parce que nous voyons que pour le dolutegravir, il y a des positions de mutation. Une seule mutation peut griller toute la classe. Donc vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Nafi a dit qu'elle n'allait pas beaucoup parler. Elle a tenu une promesse. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'aimerais quand même, Nafi, peut-être juste éclaircir un point, parce que ça a été dit, pourquoi utiliser la 3TC alors qu'il y a la mutation M184V? Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on discute souvent, que les gens ont du mal à comprendre. Je ne sais pas si tu veux revenir sur ce point-là, voilà, en particulier. Oui, merci professeur. Je pense que ça, c'est une question qui avait un peu interpellé les gens qui pensaient qu'on était en monothérapie parce qu'on avait une résistance à 3TC liée à la présence de la mutation M184V. Mais je pense qu'ailleurs, d'autres études avaient montré que la mutation M184V créait une resensibilisation à d'autres ARV. C'est ce qui fait que c'est une molécule qui n'est pas éliminée dans le traitement des malades, même si nous avons une résistance à 3TC. Je pense que pour ne pas être long, de façon résumée. Non, je pense que c'est bien dit. C'est une mutation qui fait que le virus n'arrive pas à bien se multiplier. Exactement. Et donc va devenir plus sensible vraiment à l'action des autres ARV. Et comme l'a dit tout à l'heure aussi professeur Leifatou, elle est souvent recyclée. Même dans le patient présente la mutation, mais on la garde quand même. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi peut-être noter. Et peut-être un autre élément, moi, tout à l'heure, qui m'avait un peu interpellé, c'était par rapport au fait que chez ce patient, il semblerait-il une bonne observance, il prend ses médicaments, mais il faudrait qu'on fasse attention aussi à l'efavirenz, parce que par le passé, il l'avait pris. Et récemment, on était dans un webinaire avec le professeur Charlotte Charpentier qui nous expliquait que les mutations peuvent sembler disparaître au bout de 4, 5, 6 ans. Si elles n'ont pas été utilisées pendant un certain temps, elles vont avoir tendance à disparaître. Donc, peut-être que c'est ce qui est arrivé chez ce patient qui ne présente plus de mutations qui confèrent la résistance à la névirapine et à l'efavirenz, mais il faut qu'on soit prudent. Hein, parce que les techniques qu'on utilise, la technique de Sanger, ils détectent le variant majoritaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des variants minoritaires? Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà, on ne peut pas. Voilà. Je pense qu'avec le VIH, on continue d'apprendre et on voudrait vraiment d'abord remercier Dr Alassane pour le temps qu'il a mis pour collecter les données et présenter ce cas. Je voudrais que tout le monde puisse l'applaudir très fort.
hein. Et peut-être aussi vous demander si vous avez d'autres cas intéressants. Je pense que c'est comme ça qu'on peut améliorer nos pratiques parce que il y a docteur, celui de Guinguinéo, j'ai oublié son nom tout à l'heure, euh, docteur Moustapha Thiam de Guinguinéo. On a d'autres collègues qui sont connectés dans d'autres endroits qui suivent aussi des patients qui peuvent avoir à peu près les mêmes cas et qui peuvent trouver les réponses un peu dans ce que vous venez de nous présenter. Et peut-être aussi inviter tous les membres de la communauté de personnes, de praticiens qui prennent en charge les personnes vivant avec le VIH, mais également les gens de laboratoire. Vous avez certainement des cas qui vous semblent un peu bizarres. Vraiment, cette plateforme Teach AMS est l'occasion d'en discuter. Vraiment aussi féliciter très sincèrement professeur Ndeye Fatou, qui s'est déplacée, elle vient de Bombay, elle avait un mémoire, elle a pris son temps pour venir ici partager avec nous. Mais ça, c'est elle. Je pense que le VIH, je ne dirais pas c'est toute sa vie, mais c'est presque toute sa vie. Et aujourd'hui, nous avons tous les mêmes inquiétudes par rapport à cette molécule qui aujourd'hui est très largement utilisée dans quasiment tous nos schémas. Et je pense que comme ça a été dit par les participants, Dr Ndeye Binta, Dr Fouro, il faudrait peut-être qu'on se pose et qu'on revoie. Est-ce qu'on ne doit pas revoir nos guidelines, nos directives? Le Sénégal a la chance, je pense, quand même beaucoup d'efforts ont été faits. On ne peut pas dire qu'on a tout bien, mais pour le VIH, beaucoup d'efforts ont été faits pour que les patients aient au moins un point de charge virale. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur ça pour aller plus loin. On a le potentiel. Tout à l'heure, je voyais le message de Diao qui disait qu'il faut qu'on ait une plateforme de génotypage. Nous, on ne demande que ça. Ça nous permettra, si on a beaucoup de sites qui font le génotypage, ça permettra d'avoir plus de génotypage pour tous les patients. Donc, effectivement, il y a des plaidoyers à faire, vraiment beaucoup de plaidoyers. Remercier aussi Dr Nafissatou Leydou, qui pour la première fois est venu à Basnao nous rendre visite. Vous voyez que, hein, voilà, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Elle nous a vraiment partagé une très belle présentation qui nous a permis de mieux nous éclairer sur les éléments de la résistance aux ARV. Donc voilà, je voudrais qu'on les applaudisse aussi très fort, nos experts. Le VIH, c'est beaucoup de dames. Hein? Il y a que des gens comme Dr Alassane, Dr Sanya, Dr Ousseinou, hein, qui essayent de résister. Mais le VIH, c'est beaucoup l'histoire des femmes. Hein? Vous savez, les femmes, c'est la fidélité. Dr Ndeye Fatou, elle fait du VIH depuis quoi? 96? 98? Hein? Ça va bientôt faire 30 ans. Hein? Donc voilà. En tout cas, on voudrait vraiment vous remercier. Remercier tous ceux qui étaient connectés. On était plus d'une centaine. Et puis vous donner rendez-vous très prochainement dans une autre session de ECHO. Il y a un sondage qui vient d'être envoyé. Merci d'essayer d'y répondre. Voilà, ça nous permet d'améliorer les sessions. Féliciter aussi Conan, notre consultant international ivoiro-sénégalais. Sénégalais maintenant, d'accord. Non, il commence à durer. Hein. En tout cas, merci à tous. Comment? Saint-Louisien. Merci beaucoup. Professeur Seynabou, on va vous laisser le mot de la fin en tant que coordonnatrice adjointe de EcoTeach AMS. Merci beaucoup, professeur Alimatou. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment, en tout cas, nous sommes fiers de nos femmes scientifiques. Nous sommes fiers de nos femmes biologistes, médecins, hein, pharmaciens, tout le monde. Vraiment, c'est l'équipe féminine qui gagne. Donc, merci à tout le monde. Merci également. Je disais tout à l'heure que Conan, il est sénégalais, mais il est plus Saint-Louisien. Hein, il aime la ville de Saint-Louis. Donc, à travers l'accompagnement pour les sessions ECHO, il a fait beaucoup de séjours à Saint-Louis. Donc, vraiment, merci à lui, merci à tout le monde et au professeur Boy. Merci. Merci beaucoup, professeur Seynabou. Il y a Dr Alassane qui dit qu'on n'est pas sur EcoGender. Donc, il faut être équitable. D'accord. Merci beaucoup. À la prochaine session, Inch'Allah. Bonne fête. Bon week-end. Bonne fête, bonne nouvelle en musulman. Aujourd'hui, on est
le premier jour de l'an 1447, depuis l'Hégire. Ces 10 jours, ce sont des 10 jours de grâce. On va donner peut-être la prof Sam Lenian. Alassane. Alassane. Sam Lenian. Amin. Dites Amin. Amin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, ya Rabbal Alamin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous permette d'être là pour l'année prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Succès à Hepatite ARS. Merci. On fait partie de la biologie, de la consultation, on apprend aussi le Coran, n'est-ce pas? Qui m'a été présenté.